Après une matinée bien chargée, nous voilà réunis pour un moment d'échange avec Thierry, pour une interview intimiste et sous le signe de la bienveillance. Merci de nous accueillir, Thierry. Merci à vous. Merci à toi, Kate. Alors j'aimerais souligner aux spectateurs et aux téléspectateurs que c'est la première fois que l'on se rencontre. C'est la première fois que tu rencontres une partie de l'équipe du Média en 4-4-2. Et pourtant, tu nous accueilles ici chez toi, tu nous ouvres les portes de ta maison. On est au cœur de ton intimité. Pour quelle raison ? C'est vrai que d'habitude les journalistes ne rentrent pas. J'ai une expérience avec les journalistes qui est quand même plutôt désagréable. Alors déjà, accueillir chez moi, c'était jamais. Mais pendant quelques années, j'ai cru au mythe du gentil journaliste. Tu vois, je me disais un jour ou l'autre, il va y en avoir un. Alors, je parle des médias mainstream, qui va vraiment vouloir creuser la question un petit peu et aller au-delà des espèces d'idées préconçues, des images un petit peu stéréotypées et caricaturales qu'on peut véhiculer sur moi dans les grands médias. Et en fait, chaque fois que j'y suis allé, je me suis fait avoir. C'est-à-dire que la personne venait avec une intention, elle voulait arriver à me faire dire quelque chose, et si elle n'arrivait même pas à me le faire dire, au final, elle arrivait à couper l'interview de manière à ce que je dise ce qu'elle voulait que je dise. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, j'arrête. Et là, pourquoi vous ? Simplement parce que je connais votre travail, et il m'a semblé qu'on était quand même en terrain ami. Quand je dis ça, j'attends pas des personnes avec qui j'échange qu'on soit à 100% d'accord, mais j'attends une espèce de respect de la parole de l'autre. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à faire des coupures, à partir du moment où on commence à faire des procès d'intention à l'autre, là pour moi on n'est plus dans un dialogue. Donc ça m'intéresse pas. Il me semblait qu'avec vous et au travers du travail que vous faites et du positionnement que vous avez quand même, vous allez aborder des sujets qui sont quand même qui grattent un petit peu. Voilà, je pouvais me permettre de le faire. Et puis je fonctionne beaucoup par intuition. Donc si mon cœur me dit oui, j'y vais. Voilà. Donc mon cœur m'a dit oui. Eh bien, merci pour cette preuve de confiance, cette marque de confiance en tout cas, qui est réciproque également. Et je réitère que cette interview sera menée sous le signe de la bienveillance. Très bien. Écoute Thierry, j'aimerais qu'on mène cette interview parce qu'on te connaît, on connaît le Thierry youtubeur, on connaît le Thierry lanceur d'alerte, le Thierry qui est spécialiste en conseils de santé et de nutrition, mais on connaît moins ton parcours avant ta chaîne YouTube, avant tes maladies. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus ? Je commence quoi, depuis le tout début ? Adolescent, par exemple. On peut commencer à l'adolescence. Je suis né, j'ai toujours évolué dans la campagne catalane. Et pour moi, c'est très important parce que je suis intimement persuadé que il n'y a pas nous et notre environnement, c'est-à-dire que qui nous sommes est le fruit d'un dialogue permanent avec nos conditions de vie et notre environnement. C'est-à-dire que je suis né dans un pays où il fait quand même globalement chaud, on est beaucoup dehors. Et j'avais 2 copains qui habitaient, c'était un tout petit hameau de 4 maisons, et j'avais 2 copains, 2 jumeaux qui habitaient juste à côté de moi. Et donc j'ai passé mon enfance et le début de mon adolescence à parcourir la campagne, à faire des cabanes avec les copains, à faire des feux en hiver on avait des petites baraques de vignes, tu sais, des petits casottes, on appelle ça nous des casottes ici, des casottes en pierre, qui servaient pour les vendangeurs pour s'abriter. Nous on faisait des petits feux, et puis on faisait notre petit vie de baroudeur, quoi, d'une certaine manière. Et c'est toujours quelque chose qui m'a plu, et le contact avec l'extérieur. Je suis pas quelqu'un d'intérieur, voilà. Pour moi, tu me dis tu vas passer une journée complète à l'intérieur d'une maison, c'est profondément déprimant pour moi. C'est qu'il pleuve, qu'il fasse mauvais, il faut que je sorte. Et je dirais même que mon idéal, c'est tant qu'il fait jour, 90% de mon temps, je suis dehors. Voilà. Ma mère était prof de maths en lycée, et mon père était prof d'économie et de gestion en BTS, donc après bac. Donc globalement, j'étais cerné, donc plutôt bon élève en sciences. Alors, j'avais compris que il y avait une espèce de deal un peu implicite avec mes parents, c'est que si j'avais des bonnes notes, ils me laissaient tranquille. Alors, à côté de ça, ils me filaient un peu d'argent de poche, et puis ils me laissaient quand même beaucoup de liberté. Donc j'ai fait un bac C. Anciennement scientifique. Enfin, exactement. Maintenant, je crois que ça s'appelle bac S maintenant. Bac C avec mention. Enfin voilà, parcours un peu classique. Et j'étais parti un peu dans un parcours pour être ingénieur ou quelque chose dans le genre. Enfin, c'est ce truc qui me faisait rêver. Et en fait, l'été de mes 17 ans, parce que en fait j'avais un an d'avance, l'été de mes 17 ans, après avoir passé mon bac, j'étais préinscrit dans une maths sup au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, qui était plutôt une bonne maths sup. On va dire que pour mon lycée à Perpignan, c'était plutôt un accomplissement d'être préinscrit dans cette maths sup-là. C'était plus le haut du panier, entre guillemets. Et pendant cet été-là, il s'est passé quelque chose en moi qui a fait que ça s'est un peu effondré en moi.
une forme de mini, à la fois dépression et remise en cause. Et à la fin de l'été, quand il a fallu que je parte en maths sup, j'ai dit à mes parents que voilà, j'avais pas l'intention de faire maths sup et tout. Donc il y a eu beaucoup de discussions avec mes parents. Finalement, ils ont réussi à me convaincre de faire la fac. Sauf que la fac à Perpignan, à l'époque, c'était tranquille. Donc en fait, mes années de fac, j'ai fait 4 ans, un peu plus de 4 ans à la fac. J'ai fini avec une maîtrise en physique, avec une spécialisation en physique solaire et en physique nucléaire. Mais je les ai fait très cool, mes années de fac. Je le dis souvent, enfin pour rigoler, mais je ne peux pas dire que j'ai le niveau correspondant à mon diplôme. C'était tranquille. J'ai surtout appris, on était une bande de copains, on faisait beaucoup de montagne, d'alpinisme, on a les Pyrénées qui sont juste à côté, donc on faisait beaucoup de surf des neiges, d'escalade, on a beaucoup de voies d'escalade et j'allais à la fac pour récupérer les cours, je me suis débrouillé. Depuis tout petit, tout ce qu'on m'a toujours dit de moi, c'est que j'étais un gamin qui était très, très joyeux, j'avais beaucoup d'énergie, j'étais bouboule. À 17 ans, je devais faire à peu près 87-88 kilos, donc j'étais plutôt en surpoids. Là maintenant, tu vois, j'en fais 60, et donc voilà, j'étais plutôt en surpoids, j'ai toujours été plutôt en surpoids toute mon adolescence. D'ailleurs, dès mes 12-13 ans, enfin, je me souviens, ma mère a essayé de me faire des régimes Weight Watchers, à l'époque c'était la mode, enfin, tu vois, donc c'était... Mais avec un très bon moral, un très bon mental, plutôt très positif, j'étais un peu le clown de service. Enfin, voilà, tu souffrais de ce surpoild? Ah ouais, obligatoirement, bah oui. J'étais fils d'enseignant avec plein d'acné et bouboule. C'est mal barré, quoi, dans la vie. Donc, j'étais un peu le clown de service, c'est ce qui me rattrapait, quoi. Donc, j'avais une personnalité assez extravertie. À partir de mes 24-25 ans, donc voilà, j'ai fait la fac. Après la fac, j'ai un peu zoné, quoi. J'ai arrêté mes études en début de ce qu'on appelle le DEA. J'ai pas poursuivi. J'ai un peu zoné. Et puis, après, j'ai passé le concours de l'IUFM pour être professeur d'école. Parce que ça m'intéressait, et puis parce qu'il y avait la possibilité d'avoir une bourse, et que voilà, c'était une belle bourse à l'époque. Donc j'ai passé le concours pour avoir la bourse, j'ai eu la bourse, donc je suis allé à l'IUFM de Montpellier. Puis je vivais avec une fille qui faisait ses études de médecine à Montpellier. Comme quoi j'aime beaucoup les médecins. Ma première compagne, on a vécu 7 ans ensemble, je crois, était médecin. Je l'ai suivi pendant toutes ses études de médecine. Donc j'ai fait l'UFM, j'ai eu l'UFM et puis très rapidement j'ai démissionné après avoir eu le diplôme parce que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place. Je me suis pas senti à l'aise. Toutes ces années de fac et tout, je me suis mis à faire beaucoup de sport, beaucoup de courses à pied, beaucoup d'escalade, beaucoup de montagne et ainsi de suite, beaucoup la fête aussi, beaucoup de vélo. Et après l'UFM, je suis parti un peu sur la route à vélo et je pense que je me suis beaucoup fatigué avec des conditions de vie. J'avais pas beaucoup d'argent, hein, j'avais arrêté de travailler. À l'époque, je crois que je touchais les minima sociaux, mais c'était encore balbutiant. Il y avait le RMI, c'était pas encore le RSA, c'était le RMI. Alors que j'étais au Maghreb, je voulais rejoindre le Sénégal à vélo. En partant, j'étais parti de Perpignan. J'ai attrapé pendant le voyage une infection à la salmonelle, avec des abcès qui ont explosé. Donc là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé. Je me souviens, ils m'ont transporté en urgence à l'hôpital La Péronie à Montpellier. Et là, ils ont détecté qu'il y avait des abcès, une infection à la salmonelle. Donc, antibiothérapie de mammouth, qui, je pense, a été le début vraiment d'une dégradation massive de mon état de santé. D'après ce qu'on m'a dit, quand même, ils avaient fait du zèle au niveau des dosages. Ils ont peut-être eu très peur. J'ai pris cette antibiothérapie parce qu'à l'époque, moi, je suis né dans un modèle éducatif et de santé qui était on ne peut plus classique. Hein. Tu as de la fièvre, tu prends quelque chose pour ne plus avoir de la fièvre, tu tousses, tu prends un antitoussif. Enfin voilà, tu prends des antiviraux, voilà, t'es malade, tu vas voir le docteur, tu prends un médicament. C'était vraiment le parcours classique. Et mes parents, à ce niveau-là, ils n'étaient pas... Ma mère, elle faisait un peu d'homéopathie, mais comme on bricolait de l'homéopathie, enfin voilà, je suis vacciné, tous les vaccins, voilà, aucun problème de ce côté-là, j'étais vraiment dans le rang normal. Le fait qu'il m'ait donné des grosses doses, je m'en suis rendu compte parce qu'une fois, je suis allé renouveler mon traitement chez un pharmacien de Montpellier, et la personne m'avait vu plusieurs fois, et au bout d'un moment, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez pour un traitement pareil? Et donc je lui explique. Et elle me dit, vous savez, je crois que c'est quand même un peu surdosé. Puis elle me dit, mais vous le vivez comment? Je lui dis, j'ai plein de troubles digestifs, j'ai mal au ventre, je digère plus rien et tout. Elle me dit, non mais allez voir votre médecin, il y a un problème. Là, elle me dit, c'est beaucoup trop dosé. Et suite à ça, je me souviens que j'ai traversé pour la première fois de ma vie une vraie période de dépression. Mais vraiment de dépression profonde. Alors moi, sur le coup, je l'ai mis sur le compte de ma rupture précédente, du fait que j'étais un peu en recherche, j'avais pas vraiment d'activité, j'avais pas vraiment de métier. Puis, c'était pas encore une période où il y avait Internet qui était très développé. Donc, quand tu sortais un peu du milieu professionnel pour faire des amis, tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Donc, tu étais un peu paumé, quoi. Si tu avais les amis que tu avais dans le cadre professionnel, mais si tu travaillais pas, voilà, c'était compliqué. Et maintenant, il y a de plus en plus de recherches qui lient les états de l'humeur, les états dépressifs, à une dégradation du microbiote intestinal. Donc, je pense que c'était simplement que cette antibiothérapie, elle a shooté une bonne partie des bactéries que j'avais dans les intestins. Ça s'était traduit
sur l'instant même par vraiment des gros troubles intestinaux, et puis ensuite par cette espèce de manifestation symptomatique au niveau psychique. En tout cas, mon état de santé psychique s'est aussi dégradé, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à perdre du poids de façon assez inexorable. J'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à avoir des états d'humeur qui étaient de plus en plus mal. Je me souviens d'ailleurs, en un moment même, comme je perdais du poids et que toute ma famille s'inquiétait, ça a été, il y a le diagnostic, enfin, tu vois, ouais, il n'est pas anorexique ou quelque chose comme ça. Et je me souviens, j'ai accepté parce qu'on mettait tellement la pression. Je suis allé faire un séjour dans un espèce de centre pour personnes anorexiques qui était du côté de Toulouse. Et je me suis fait foutre dehors du centre parce qu'en fait, je mangeais les assiettes des filles qui voulaient pas manger, quoi. Donc je disais, moi, je suis pas anorexique. En fait, je mange, mais tout ce que je mange, en fait, ça me traverse et je comprenais pas. Donc j'ai d'abord commencé un parcours dans la médecine classique. Je me souviens, je suis allé à l'hôpital de Purpan de Toulouse. Ils m'ont fait coloscopie, enfin voilà, tous les examens classiques. Après, je suis passé à la Médipôle à Perpignan, qui était aussi un hôpital un petit peu de référence, une clinique de référence. Pareil, différentes analyses et tout, des gastro-entérologues. Il y en avait qui parlaient de psychosomatisme, voilà, que j'étais pas bien dans ma tête et ainsi de suite. Moi, ça faisait pas sens pour moi et puis j'allais pas bien. Donc après, j'ai commencé à chercher dans le cadre des soins un peu alternatifs. J'allais voir différents courants, médecine, je me souviens, médecine anthroposophique, médecine naturopathique, des acupuncteurs, des homéopathes. J'ai même fait des choses sur le plan plus psychologique. Je sais pas si ça te parle, des trucs comme la constellation familiale, décodage biologique. Tu as peut-être entendu parler de ça? Voilà, bon, j'en ai fait pas mal. Je cherchais, je voyais vraiment, enfin, tu vois, j'étais en train de perdre du poids, je sentais mon énergie qui s'effondrait, j'avais pas le moral, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui, excuse-moi l'expression, qui déconnait, quoi, tu vois. C'est pas, enfin, tu vois, j'étais entre mes 25 et 30 ans. C'est un moment où tu es en pleine forme, et là, d'un seul coup, je commençais à vraiment me traîner. Tu t'es senti abandonné par les équipes médicales à ce moment-là? En fait, j'avais toujours l'impression que c'était des espèces de remèdes à la petite semaine qu'on me proposait. C'est-à-dire que j'avais rarement l'impression que la personne prenait vraiment l'intensité de ce que je vivais. Moi, je leur disais, en fait, j'ai mal au bide. La sensation que j'avais, je leur disais, moi, chaque fois que je mange, pendant 2 heures, j'ai l'impression que c'est j'ai un coup de poignard dans le ventre et je voudrais juste avoir une fermeture éclair. Je leur disais, je voudrais avoir une fermeture éclair et vider mes tripes, quoi, parce que c'est insupportable. J'ai des douleurs. Ils me disaient, non, mais c'est votre anxiété qui cause vos maux de ventre. Et moi, intuitivement, déjà à l'époque, je disais, non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que je suis mal dans ma tête parce qu'en fait, je suis très mal dans mon ventre. J'avais pas de connaissance. Et après coup, je dirais que je pense que c'était vraiment la vraie raison. L'été 2007, en juillet 2007, je pèse à peine un peu plus de 30 kilos pour 1m75. Là, j'en fais 62 ou 63. Je suis pas un bodybuilder. Donc, tu prends la moitié, sauf que je fais pas la moitié de la taille. Donc, vraiment, c'est effrayant. C'est vraiment, tu vois, quand tu vois les images, voilà, comme concentration et choses, voilà, c'est cachexie totale. Je suis quasiment devenu impotent, je peux plus marcher, j'ai plus de muscles, j'ai plus rien. J'ai mon système cardiaque qui commence à lâcher. Je peux pas, c'est pas diagnostiqué parce qu'à ce moment-là, j'ai complètement quitté le circuit médical parce que je sens que ça n'apporte rien, donc je suis un peu en freestyle par moi-même. Je tente des trucs, j'entends déjà parler de changements alimentaires, choses comme ça. Donc j'essaye. Le problème, c'est que je me rends compte que je suis tellement épuisé que j'essaye des trucs pendant 2-3 semaines. Je m'attends à l'espèce de miracle où je vais me réveiller un matin, j'aurai des muscles, je serai bronzé, je serai blanc, je ferai du surf. Et puis c'est pas du tout ça. Donc j'abandonne très rapidement. Donc je saute d'un truc à l'autre au gré des modes, au gré des rencontres. Il y a quelqu'un qui me dit tu devrais essayer ça. J'essaye. Mais tu sais, je suis tellement épuisé qu'en fait j'ai pas de continuité, quoi. Donc en fait j'ai pas de résultat. Fin juillet, je fais ce que je pense être un arrêt cardiaque. C'est-à-dire vraiment j'ai mon cœur qui s'arrête. Je vis ce que bien des années après certaines personnes m'ont aidé à qualifier de ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. C'est-à-dire que mais alors, ça a été marrant, c'est la première fois où je me suis fait la réflexion, en fait, que je ne suis pas que mon corps. En fait, pour te dire, j'étais arrivé chez un ami, j'étais épuisé, j'avais froid, c'était en plein été, j'étais gelé littéralement. Moi, je vivais dans mon camion, j'avais pas de baignoire, et chez cette personne, il y avait une grande baignoire. Donc moi, j'ai dit, je vais me faire un bain chaud. Sauf que, voilà, je connaissais pas vraiment les règles de base de la physiologie. Je me fais couler un bain bouillant. Je rentre dedans et la sensation que j'ai, c'est comme si j'étais parti dans un toboggan. Du coup, c'est whoop. Et là, je me voir dans le bain. Voilà. Et je me souviens, dans mon souvenir, alors je sais, ça fait un peu perché, mais réellement, c'est ce que j'ai vécu. Que certains qualifient d'une expérience de sortie de corps, ainsi de suite. Je suis sorti. Je me suis baladé, je me souviens même que je suis sorti de la porte. Donc c'est là où j'ai réalisé que j'étais plus moi. Et j'ai vu les personnes qui m'accueillaient qui étaient dans le jardin à côté, mais sauf que voilà. Et puis à un moment, je pourrais pas te dire exactement comment ça s'est passé. Je me suis vu revenir. Et là,
le souvenir que j'ai, c'est j'arrive à appuyer sur le robinet d'eau froide, avoir un jet d'eau froide qui me tombe dessus, j'arrive à me faire rouler sur le côté, et puis là, j'arrive à reprendre mes esprits et ça remonte. Voilà. Mais mon cœur est en train de lâcher. Objectivement, je sens que vraiment mon cœur est en train de lâcher. Je sais plus quoi faire à ce moment-là. Je sens que j'ai perdu pied complètement. Et mon dernier réflexe, c'est d'essayer de retourner chez mes parents. Je me souviens même, c'est pas pour faire un côté violent, hein, mais j'avais un camion, j'avais un fourgon, c'était un Fiat Ducato à l'époque, qui était haut. Enfin, un fourgon, c'est haut pour y monter. Et pour moi, c'était un calvaire de grimper dans mon camion. C'était extrêmement compliqué. Et j'avais si peu de force que je n'arrivais pas à passer les vitesses. Donc j'ai fait tout le chemin retour en troisième ou en quatrième, je me souviens pas. C'était un moteur qui avait beaucoup de couple, donc ça me permettait de m'arrêter quasiment, puis de redémarrer à l'embrayage. Donc je sais pas si je l'ai fait en troisième ou en quatrième, je me souviens pas. Et j'ai une petite anecdote comme ça. Moi, je suis arrivé dans une station-service, il fallait que je fasse le plein, et je savais pertinemment que si je descendais de mon camion, il y avait un risque que je n'ai pas la force d'y remonter. Donc je me souviens, j'ai essayé d'appeler quelqu'un en baissant la vitre. Et il y a quelqu'un, je me souviens, qui m'a fait le plein, mais qui m'a demandé 50 € pour ça. Je l'ai encore comme ça, parce que vraiment, qui a profité de ma misère, mais bon, peu importe. Mais je suis arrivé chez mes parents, je me suis littéralement effondré, je suis tombé dans les bras de mon père. Et puis voilà, je me souviens, les premiers jours, il dormait à côté de moi, et puis il a appelé un médecin très rapidement, et le médecin, qui était le médecin de famille de mes parents, m'a vu complètement affolé. Il dit, mais il est dans un état, il est en train de mourir, votre fils. Il a confirmé qu'il y avait des problèmes. Je crois qu'il a pris mon rythme cardiaque et tout. On n'a pas fait un électrocardiogramme à ce moment-là, mais je pense que simplement au stéthoscope, il a dit c'est le BORDEL total au niveau de son rythme cardiaque, ça craint, il va y rester. Donc il a persuadé mes parents de m'amener à l'hôpital. Mais moi, dans ma tête, ce que j'ai entendu, c'est qu'il va à l'hôpital pour y rester. D'ailleurs, il l'avait dit à mes parents, il dit il finit pas la semaine, quoi. Votre fils, je l'avais entendu. Et le lendemain matin, je dois partir pour l'hôpital. Et alors, bon, je te fais la version un peu... C'est marrant parce que parfois j'ai honte de le raconter parce que ça fait vraiment une espèce de discours évangélique, tu vois, mystique, mais en même temps, c'est réellement comme ça que je l'ai vécu. Je me souviens, il y avait un ami la veille qui m'avait amené une corbeille de fruits. Et dans ces corbeilles de fruits, il y avait une mangue qui sentait bon. Et j'ai pris cette mangue et je me suis dit, bon voilà, je vais la manger parce que après je vais à l'hôpital, je connaissais les plateaux repas de l'hôpital et puis j'y vais pour crever. Donc c'était la fin. Et en même temps, je ne me voyais pas rester chez mes parents, je voyais pas d'autre solution. Et je sais pas, au moment où j'ai pris cette mangue, c'est un peu comme si on avait téléchargé un programme en moi. Mais un truc, tu sais, comme ça m'est tombé dessus. C'est pas le fruit d'un raisonnement intellectuel, ça m'est tombé dessus. Ou alors, si c'était le fruit d'un raisonnement intellectuel, c'était quelque chose qui était souterrain en moi, tu vois, un peu inconscient et qui d'un seul coup a émergé. En fait, l'idée qui est venue, qui peut paraître tout con dit comme ça, c'est t'étais un gamin qui était en pleine santé, qui était joyeux, qui était plein d'énergie. Donc on va pas me dire que mon état actuel c'est lié à ma génétique, c'est pas un problème génétique. Maintenant, t'es un espèce de zombie à 33 ans qui est déprimé, qui est cachectique, qui peut plus se porter, qui se fait pipi caca dessus littéralement. Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il y a un bug, quoi. Tu vois, normalement, à 33 ans, tu es en pleine force de l'âge, tu commences à avoir des enfants, enfin, tu vois, c'est le moment où tu envoies, quoi. Et moi, ma vie est une catastrophe, littéralement. Et ce qui est monté, tout simplement, c'est, t'as fait des choix, t'as choisi. T'as fait des choix, et ces choix t'ont conduit là où tu as été. Et l'idée qui était associée à ça, c'est, mais si tu fais des choix différents, ça pourrait redémarrer.